Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Bien-être Neuroatypique. Aujourd'hui, on va commenter sur des publications Instagram sous le hashtag santé mentale. Et on va voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est à éviter, etc. Je vais essayer de prendre que des images parce que les vidéos, c'est long puis c'est chiant à commenter. Donc, on va essayer d'y aller juste avec les images. Et on va commencer. 7 signes qu'il est temps que tu prennes soin de ta santé mentale. Ça commence bien. Tu as des troubles du sommeil. Tu dors trop ou pas assez. Ça serait le fun qui expliquait pourquoi c'est un des signes qu'il faut que tu t'occupes de ta santé mentale si tu as des troubles du sommeil. Parce que des troubles du sommeil, c'est pas toujours lié à la santé mentale. Ça peut être lié à ta neurodivergence, à tes traits, par exemple, autistiques, parce que il fait trop chaud, il fait trop froid, la couverture, elle a pas la bonne texture, ou tu viens d'avoir une super bonne idée, peut-être de la difficulté à dormir. Tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps lié au sommeil. Ça aurait été le fun qui explique pourquoi. Tu t'énerves pour rien et tu t'es vite agacé. Oui. Quand tu es irritable, c'est clairement parce que tu as un niveau de stress qui est plus élevé. Quand tu es irritable à cause du stress, c'est parce que ton cerveau est en train de scanner tout le temps, et tout le temps en hypervigilance pour scanner ton environnement pour trouver les dangers, les menaces. Et quand tu te fais comme déranger pendant que ton cerveau est en train de scanner, ben c'est là que tu snaps, c'est là que tu deviens irritable parce que ton cerveau il est occupé là, à scanner les environnements pour trouver les dangers. Fait que si c'est dérangeant autour, tu vas devenir plus irritable parce que ton cerveau va faire comme « Hey, j'ai besoin de mon énergie pour chercher ce qui se passe. » Tu as l'impression d'être sans énergie peu importe le moment de la journée. Oui. Mais tiens, on en a déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur les 6 types de fatigue, les 6 types de repos. Donc, oui, ça peut avoir rapport avec la santé mentale, mais pas que. Honnêtement, ça aurait été vraiment cool qu'il explique en quoi est-ce que c'est lié avec la santé mentale. Tu n'arrives pas à profiter des moments heureux. Oui. Mais ça peut être autre chose aussi, c'est ça l'affaire. Tu sais, oui, ça peut être une question de santé mentale, parce que santé mentale, on s'entend-tu que c'est fucking vague? Donc, tu sais, n'arrive pas à profiter des moments heureux, oui, ça peut avoir rapport avec ça, mais ça peut être rapport avec autre chose aussi. Ça peut être parce que ta tête est prise ailleurs, parce que tu as des inquiétudes, c'est pas nécessairement un problème de santé mentale, parce que tu as des inquiétudes. Tu ressens une démotivation totale pour tout. Oui, là clairement, c'est probablement dans la direction des symptômes dépressifs. Je suis pas en train de dire que tu as une dépression si tu as de la démotivation. Là. Je dis juste que c'est un symptôme dépressif. Tu te sens dépassé partout, même les plus petites choses. Oui, ça pourrait être aussi un signe qu'il y a quelque chose dans ta santé mentale qui doit être observé. Mais c'est tellement vague ce que ça dit. Tu as des pertes de mémoire fréquentes et te concentrer devient difficile. Je suis TDAH. C'est ma vie, ça. D'avoir des pertes de mémoire fréquentes puis que de me concentrer est difficile. C'est ma vie. Est-ce que ça veut dire que j'ai des problèmes de santé mentale nécessairement? Non. Non, je ne vais pas partager ce post. Ici. Ah, merveilleux, il y a de la musique. Je peux-tu bouger? Oui, je peux fermer la musique. OK. Non, tu n'es pas dépendant affectif des comportements normaux qu'on diabolise à tort. Il y a une conclusion massive aujourd'hui autour de la notion de dépendance affective. Une conclusion alimentée par la surinformation, les conseils de pseudo-experts sur les réseaux sociaux et j'ai dit réseaux sociaux pour dire médias sociaux et réseaux sociaux en même temps. Merveilleux. Et une tendance à s'auto-diagnostiquer à la moindre émotion inconfortable dans une relation. Malheureusement, c'est vrai. Le résultat, on finit par croire que le moindre besoin, le moindre attente envers l'autre est suspecte. Pire qu'elle est toxique. Et si on remettait un peu d'ordre dans tout ça? Quand les attentes légitimes deviennent suspectes, on te dit que tu as des besoins d'attention. Et je sais pas pour vous autres, là, mais je suis déjà perdu. Je sais pas où la personne veut en venir. Ce qu'on appelle dépendance est parfois juste une réaction à un déséquilibre. Tu sais, ça aurait pu, ça aurait pu être un email, dans le sens que ça aurait pu être une vidéo rapidement. Mais là, avec 12 slides qui veulent, honnêtement, je trouve que ça veut rien dire. On va regarder le caption, voir.
Non, tu n'es pas dépendante affective, tu ressens simplement le besoin d'attente, de présence, de lien, c'est parfaitement normal, ces comportements sont souvent mal compris et injustement diabolisés. Ok, ouais, mais je vois pas en quoi ça a rapport avec la santé mentale. Vidéo, image. Si ta santé mentale est au plus bas en ce moment, n'oublie pas que demander de l'aide n'est pas une faiblesse et ne l'oublie jamais. Oui, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Jamais. Il y a beaucoup de monde qui vont dire « Ouais, mais si je demande de l'aide, c'est parce que je suis pas indépendant. Si je demande de l'aide, c'est parce que je suis pas capable de le faire moi-même, alors que je devrais être capable de le faire moi-même. » Demander de l'aide, c'est normal. Ok, c'est la société capitaliste qui nous met dans la tête que de demander de l'aide, c'est faible. Qu'on devrait être capable de tout faire tout seul, tout le temps. Mais non! Demander de l'aide, c'est correct. Écoute, je suis une personne avec de l'éducation. Je travaille dans le psychologique. J'aide d'autres mondes là-dedans. Mais je suis quand même une personne neurodivergente qui a besoin d'aide et de soutien. Je demande de l'aide. J'ai besoin de soutien. C'est pas parce que je suis un incapable et c'est pas parce que je suis dépendant des autres. Puis peut-être que pour certaines choses, je le suis dépendant des autres. Puis c'est pas grave. Genre, je peux pas commander de la nourriture. Encore moins par téléphone, mais même par application. Je peux pas commander de la nourriture à moins que je sois 100% sûr que ma commande va être laissée sur le bas de ma porte et que je ne vais parler à personne. S'il y a un livreur qu'il faut que j'aille chercher la commande à, je peux pas le faire. Donc c'est quelqu'un d'autre qu'il faut qu'il le fasse. Si cette personne-là n'était pas là, je me commanderais juste pas de bouffe. Je ne peux pas faire ça. Ça me demande trop d'énergie, trop de stress. Non. Donc demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Demander de l'aide est d'être honnête envers soi-même et compréhensif. De savoir qu'on peut pas tout faire tout le temps. C'est normal de se sentir triste ou dépassé. Sache que les meilleurs jours arrivent. Oui. Se sentir triste, overwhelmed, dépassé, c'est tout à fait normal. Ça veut pas dire que tu échoues. Ça veut pas dire que tu es un incapable. C'est normal. La vie est chaotique maintenant. Genre la vie qu'on vit, la société dans laquelle on vit ici en Amérique du Nord, c'est chaotique. Je dis en Amérique du Nord parce que je sais que il y a plein d'autres pays que c'est comme ça, on parle du Japon, de la France, mais je parle d'ici parce que c'est ça que je connais. C'est chaotique, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, oui, c'est très normal de se sentir dépassé. Et on s'entend que la tristesse est liée beaucoup à une perte. Donc, on perd plein de choses régulièrement, donc c'est normal de se sentir triste. Je suis fier de toi parce que même si c'est dur, tu continues à te battre. Oui. Mais tu as le droit aussi de faire comme je suis plus capable. Ça, on en a déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos, que, tu sais, des fois, quand il y a un gros orage, quand la vie est trop difficile, c'est correct, des fois, de s'écraser sur le mur qui vient de se mettre devant nous, de faire un feu, d'attendre que l'orage passe. Donc, tu sais, oui, tu continues de te battre, mais des fois, c'est correct de faire une pause aussi, de réaligner où tu veux t'en aller, de réajuster ce qui se passe pour prendre des meilleures décisions, peut-être par la suite. Mais je pense que ça rentre quand même dans se battre, même si tu prends une pause. Être positif tout le temps n'est pas réaliste, t'as le droit d'aller mal parfois. Yes. Il y a quelque chose qui s'appelle la positivité toxique. Être positif tout le temps pour tout n'est pas bon. T'as le droit d'aller mal. La vie a le droit d'être chiante des fois. T'as le droit d'être à bout. L'important, c'est de le reconnaître, de prendre soin de toi, puis de te relever. Quand t'es prêt, quand t'as la force, avec de l'aide si besoin. Tu fais de ton mieux, et ton mieux, c'est déjà beaucoup. Yep. Tu fais toujours de ton mieux. Ton mieux change à chaque jour. Et ton best day n'est pas ton nouveau standard. Ton best day est ton best day. C'est pas le day à atteindre tout le temps. Des fois, ça va mal, des fois, ça va mieux. Tu fais tout le temps de ton mieux avec les capacités que t'as, avec l'énergie que t'as, avec le sommeil que t'as, avec les connaissances que t'as. Tu sais, si j'ai mal dormi, comme hier, je voulais enregistrer des vidéos, mais je me suis endormi tard, je me suis levé tard, j'étais pas super en forme hier. J'ai pas fait de vidéo. Je me suis couché plus tôt hier soir pour être en forme aujourd'hui, pour faire des vidéos. Donc, j'ai fait de mon mieux hier quand même si j'ai travaillé juste un petit peu puis j'ai joué aux jeux vidéo le reste de la journée. J'ai fait de mon mieux, avec l'énergie que j'avais. Comme aujourd'hui.
Sache que tu es soutenu et qu'à plusieurs, on est plus fort. Ben oui. Est-ce que tu es soutenu? Pas toujours. T'es pas toujours soutenu. T'as pas toujours le monde qui se tient autour de toi. Puis ça, c'est une autre histoire, là, dans le sens que il faut choisir le bon monde autour de nous. Mais non, t'es pas toujours soutenu. Par contre, t'es pas tout seul. Puis, heureusement, avec Internet, on peut avoir plein de groupes de gens. On peut se rapprocher de gens qui vivent la même chose que nous. Puis c'est là qu'on voit qu'on n'est pas tout seul et c'est là qu'on peut avoir du soutien. Toutes tes émotions sont légitimes et ont le droit d'exister. Oui. Toutes tes émotions sont légitimes. Les émotions, les 6 émotions, sont des signaux de ton cerveau qu'il t'envoie pour te signaler quelque chose. Ce n'est pas un choix. Et donc, toutes ces émotions-là sont légitimes. Ils ont le droit d'exister. Les sentiments qui en découlent sont aussi légitimes. Ils sont là pour une raison. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à dire. Oui, je l'ai dit. Donc, ça pour cette publication. Une autre. Notre santé mentale, c'est pas juste notre cerveau, c'est notre cerveau, notre corps, notre environnement. Ok, c'est juste une image. Oui. Oui, en fait, notre santé mentale, c'est... En fait, je dirais, notre santé mentale, c'est juste notre cerveau, mais qui est impacté par notre corps, notre environnement, nos relations, nos traumas, nos valeurs, etc. C'est alimenté par ça. Mais de base, ça se passe à notre cerveau, même si le cerveau et le corps sont liés. Les choses qui se passent en dedans peuvent avoir des impacts physiques et vice-versa. 7 signes qu'il est temps que tu prennes soin de ta santé mentale. On l'a pas vu ça tantôt? Oui. On va voir, c'est peut-être pas la même chose. C'est exactement la même chose. OK. 7 signes que le stress impacte ton corps. Tu as des maux de tête sans raison, voire parfois des migraines. Oui, ça peut être dû au stress, effectivement. Ça peut être dû par autre chose. Ça peut être dû par le fait que tu bois pas assez d'eau. Ça peut être dû par le fait que tu as peut-être bu de l'alcool avant de te coucher. Ça peut être dû par d'autres choses, mais ça peut être dû par le stress. Tu as des éruptions cutanées ou de l'eczéma. Ben, j'imagine que pour certaines personnes peut-être, mais l'eczéma est une condition de peau parfois chronique et ça n'a souvent pas rapport avec le stress. Tu as régulièrement des palpitations cardiaques. Ben, excuse-moi, mais si tu as régulièrement des palpitations cardiaques, va voir un médecin parce que c'est pas juste du petit stress, là. Tu serres fort de la mâchoire, tu grinces des dents sans même t'en rendre compte. Oui. Tu te sens faible et courbaturé, tu peux avoir la grippe aussi. Tu sens des fourmillements dans ton visage. Je sais pas, honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ça comme un symptôme de stress. Tu as des difficultés de digestion. Oui. Oui, ça c'est un symptôme de stress. Parce que quand tu es stressé, ton cerveau est en mode je scanne les environnements pour voir où est la menace et ça demande beaucoup d'énergie. Et une des choses qui demande beaucoup d'énergie dans ton corps, c'est la digestion. Donc, le cerveau doit faire un choix. La survie est plus importante que la digestion. Donc, quand tu es beaucoup stressé, oui, tu as des problèmes de digestion parce qu'on prend toute l'énergie pour être hyper vigilant et on en enlève sur ta digestion. Ouais. Journée mondiale de la santé mentale. Non, je ne vous demande pas de sauter sur toutes les aventures amoureuses possibles et imaginables. À la place, je vous conseille de laisser venir la passion. Aimer est un art, un sport, une série, un animal. Ouais, ok. Bon, ok. J'imagine que c'est quelque chose pour me dire comment tu peux avoir une meilleure santé mentale. Ok, aimer. Oui. Que ce soit effectivement une série, une peluche, un ami. On a besoin d'amour et c'est important de la donner freely. Créer. Oui. Oui. Créer. Ça fait du bien à la santé mentale. On est des créatures qui créent. Que ce soit du crafting, que ce soit des idées, que ce soit de l'art, que ce soit... Je sais pas, mettons, toi, tu tripes sur les chars, ben, tu peux pimp ton char, donc c'est de la création. Moi, je joue à un jeu vidéo qui s'appelle House Flipper 2, spécifiquement le 2, où est-ce que je me fais des petites maisons, puis je les décore sous un thème X, c'est de la création. Oui, c'est important de créer.
pour la santé mentale d'inventer, de faire naître des choses. Parce que, par exemple, tu fais un poème, là. Avant toi, ce poème n'existait pas. Maintenant, ce poème existe. C'est powerful, je trouve. Dormir. Je sais, c'est difficile, les cours commencent tôt et finissent tard. En plus, on a rarement le sommeil, il faut dormir. Pourtant, l'adolescence, il faut trouver 8 à 9 heures tous les jours. Quand t'es ado, t'as souvent plus besoin de sommeil que 8-9 heures. Les ados, physiologiquement parlant, devraient commencer leur journée vers 10-11 heures le matin. Pas à 7 heures. Je me souviens plus exactement pourquoi. Il faudrait que je regarde à some point, mais c'est quelque chose que j'ai appris dans mes cours de psycho. Dormir, c'est super important pour la santé mentale, mais il faut aussi être conscient qu'on n'a pas le contrôle à 100% sur notre sommeil. Dans le sens que si je m'endors et que je me réveille à toutes les heures, c'est pas moi qui l'ai décidé. Si je fais de l'insomnie, clairement pas moi qui l'ai décidé. Si mon sommeil n'est pas réparateur, pas moi qui l'ai décidé non plus, même si j'ai dormi pendant 9 heures. Donc oui, le sommeil est important, mais c'est pas toujours de notre ressort. Apprendre, oui. Apprendre, c'est super bon pour la santé mentale. Apprendre, c'est l'évolution de l'humain. Prends un livre, pas un roman, là, mais tu sais, un livre qui parle de n'importe quoi, qui enseigne sur n'importe quoi. Lis une page par jour. C'est tout. Tu vas apprendre, tu vas ouvrir tes horizons. Plus tu apprends, plus tu as des informations, plus tu es capable de faire des liens véridiques, pas juste logiques, pour faire des déductions sur la vie et tes réflexions. Les personnes qui sont dans les conspirations, par exemple les platistes, ceux-là qui pensent que la Terre est plate, leur logique, elle est valable dans un sens sur les informations qu'ils ont. C'est juste qu'ils n'ont pas les bonnes informations ou il en manque énormément pour faire une déduction réaliste. Donc oui, apprendre, c'est s'élever comme humain. Socialiser. Oui, mais socialiser selon tes barèmes. C'est pas tout le monde qui a besoin de socialiser that much. Moi, je pourrais rester facilement des mois chez moi à ne pas socialiser autre que sur Internet et je serais heureux et comblé. On n'a pas besoin tous de socialiser à la même fréquence. Par contre, étant humain, donc une espèce grégaire, une espèce qui vit en groupe, oui, on a besoin de gens autour, on a besoin d'une certaine forme de socialisation, mais c'est chacun à sa manière. J9, avant les vacances de la Toussaint. Bon, je sais pas c'est quoi les vacances de la Toussaint, fait qu'on va laisser tomber ça. Une grosse pensée à tous les hommes qui ont des problèmes de santé mentale et qui n'ont personne vers qui se tourner parce que la société a décidé qu'un homme, ça doit être fort et cacher ses émotions. Oui. On a tort de penser que les femmes souffrent plus que les hommes malgré le patriarcat. Les hommes souffrent autant, c'est juste une souffrance différente. Donc, les places où les femmes souffrent le plus et sont discriminées, les hommes ne souffrent pas ou moins et ne sont pas discriminés. Mais les places où les hommes le sont, les femmes ne le sont pas. Ce sont des souffrances différentes et les souffrances ne se comparent pas. Un homme est un humain. Même si, biologiquement parlant, il est peut-être fait pour autre chose, dans le sens que les hommes ont une barbe parce que c'est pour protéger le cou et le visage quand ils se battent. Quand ils se battent contre un lion, contre un mammouth, contre un autre homme. Tu sais, dans le temps des cavernes, c'était, oui, c'est vrai, c'était les hommes qui allaient plus se battre à la chasse et on a développé des attributs physiques pour nous aider à ça. Donc, par exemple, comme la barbe. Mais, un homme est un humain. Et un humain, de base, c'est un être émotionnel. Les émotions sont ce qui nous font vivre, dans le fond. Donc, les hommes doivent être en contact avec leurs émotions autant que les femmes. Autant que les personnes non-binaires, autant que tout le monde. Un humain est une personne émotionnelle. Et c'est quoi être fort? On se fait dire que être fort,
c'est ne pas montrer d'émotion, justement. Ne pas montrer de difficultés. Mais ça, c'est toxique. Ça va avoir un impact négatif sur les gens. Parce que, étant une créature émotionnelle, si tu réprimes tes émotions, il y a des bonnes chances que ça ait des impacts négatifs. Un homme est un humain et les humains sont émotionnels. Donc, oui. Cinq façons de cultiver l'amour de soi au quotidien. Parle-toi comme à un ami. Je le dis sans cesse. Parle-toi comme si tu étais ton ou ta meilleure amie. C'est la meilleure façon de montrer du doux envers soi-même. Garde une preuve d'amour garde une preuve d'amour de toi par jour. Chaque jour, note une chose que tu as faite pour toi. Ah, ok. Pris une vraie pause, dis non sans culpabilité, écris une chose que tu apprécies chez toi. Ça peut être un bel exercice. Ça peut être un bel exercice de voir chaque jour qu'est-ce que tu as fait pour toi et te pousser chaque jour à faire quelque chose pour toi. Attrape tes pensées limitantes. Pensées limitantes peuvent être aussi des pensées auto-sabotantes, en tout cas, qui t'auto-sabotent. Quand tu penses que tu mérites pas mieux, que les autres valent mieux. Oui, quand tu t'en rends compte, déjà de t'en rendre compte, c'est un bon début. Et ensuite, on peut les rephraser et se parler encore une fois comme si on était notre meilleur ami. T'sais, si c'était ta ou ton meilleur ami qui disait « Oh, je suis vraiment un bon à rien », est-ce que tu ferais comme « Ouais, t'as raison. Je pense pas. » Tu lui dirais probablement « Ben non, gars, tu fais de ton mieux. » C'est à toi qu'il faut que tu te dises ça. Agis malgré le doute. L'amour de soi, c'est aussi oser faire des choses même quand tu doutes de toi. Oui, tout en restant sécure. Il faut penser à ça. Tu sais, c'est comme sortir de ta zone de confort. Je dis oui puis non. Oui, mais garde-toi sécure en même temps. Parce que si tu fonces dans le tas, ça risque de causer pire que bien. Célèbre tes petites victoires, vraiment. Oui, célèbre tes petites victoires. Si normalement, par exemple, tu travailles 4 heures sur X, puis là, tu as juste fait une, ben, tu as quand même juste fait une. Tu as travaillé pendant une, c'est une victoire. Tu t'es levé ce matin-là, alors que normalement, tu restes dans ton lit jusqu'à 14 heures. C'est good, c'est une victoire. Célèbre tes petites victoires. S'aimer, c'est pas toujours naturel. On est tellement brainwash à être dur envers soi-même, à se détester, à se trouver tous les défauts du monde, puis à trouver que on est trop dans le monde. Pas on est trop, on est de trop dans le monde. Que oui, c'est pas naturel malheureusement. Ben, en fait, oui, c'est naturel de s'aimer, de base. Mais on tue ce naturel-là. Donc, ça devient plus naturel. Mais un cœur si tu veux. Je veux pas. Vidéo, image. On va finir avec ça parce qu'on a déjà 24 minutes. Décider de s'éloigner de son père ou de sa mère est une décision très difficile, mais nécessaire lorsque l'on prend soin de sa santé mentale et physique. Oui. C'est s'éloigner de ses parents si ce ne sont pas des personnes bonnes et positives et encourageantes et tout pour toi. C'est très difficile, mais c'est nécessaire. C'est pas une décision facile, car cela signifie de renoncer à la figure parentale que l'on désire mais qui n'existe pas. C'est ça l'affaire. C'est que oui, c'est un deuil, parce que il faut renoncer au fait de vouloir, tu sais, avoir un père aimant, une mère qui t'accompagne, mais ces parents-là, peut-être qu'ils n'existent pas pour toi. Puis de vouloir être le meilleur enfant pour que enfin ce côté-là de tes parents prenne le dessus, c'est une illusion. Si tes parents étaient pour être des figures positives et encourageantes pour toi, elles le seraient déjà. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez, c'est pas parce que tu es un boulet. Ils seraient déjà. La maternité elle-même vous ouvre généralement les yeux. Cela vous fait prendre conscience de la dynamique à laquelle vous avez été soumis. Maternité et paternité, quand tu as des enfants, ça t'ouvre les yeux sur des choses. Habituellement,
on essaie de faire mieux que nos parents. Puis des fois, on se plante, parce que c'est nouveau aussi pour nous, la parentalité, et on apprend sur le tas. On sait juste qu'on veut pas faire comme nos parents. Mais pour le reste, on apprend sur le tas. Maintenant que vous savez ce que cela fait d'avoir une fille, un garçon, ou quelque autre genre, vous ne comprenez pas comment elle a pu vous faire cela. C'est ça, une fois que tu as des enfants, des fois tu peux te dire comment ça se fait que mes parents ont pu faire ça, parce que moi je ferais tellement jamais ça à mes enfants. Ça peut être parce que c'est une autre époque. Tu sais, faut pas aussi oublier qu'il y a eu une époque où est-ce qu'on pensait vraiment que c'était positif de frapper les enfants pour les éduquer. C'est pas parce que c'était une époque, une génération de méchants. C'est juste parce qu'ils pensaient vraiment que c'était bon. C'était pas juste pour se défouler. Il y en a qui pensaient vraiment que c'était ça qu'il fallait faire. Je connais quelqu'un que ses parents lui ont clairement dit que quand elle était jeune, ses parents pensaient que pour son bien, il fallait qu'il la brise. Puis là, tu vas te dire, ouais, mais comment ça se fait qu'ils pouvaient penser que c'était bon? Ben, parce qu'ils pensaient qu'en la brisant, il allait pouvoir la former comme quelqu'un qui fit dans la société et qui allait donc plus être discriminé, qui allait être heureux parce qu'elle allait fitter dans le moule. Alors que c'est pas ça du tout qui s'est passé, évidemment. Mais ils l'ont fait avec de bonnes intentions. Maintenant, they know better. Mais dans ce temps-là, ils savaient pas. Puis je sais qu'aujourd'hui, on se dit, mais comment ça fait qu'ils pouvaient pas savoir? Je sais. Mais c'est ça. J'avais-tu dit qu'on allait finir au dernier? Je pense que oui, j'en ai fait un autre, hein. Pas grave, on va continuer avec celui-là. De plus, la société nous vend que la famille passe avant tout. Ah, ma god, oui. La société nous enseigne que la famille, on en a juste une, donc on doit tolérer l'abus, on doit tolérer la toxicité parce que c'est notre famille. Puis on se fait vraiment shamed quand on décide de faire des choix pour nous, puis faire comme non, moi j'ai pas envie de vivre ça, fait que je vais prendre une distance de ma famille. On se fait shamed. Alors que c'est pour notre santé mentale, c'est pour notre bien-être. Notre famille, on ne l'a pas choisi. Et notre famille, une fois qu'on devient adulte, on a le choix de décider d'être avec eux, d'avoir une relation ou pas. Et ça devrait être un choix qui est libre et pas shamed. Ça, c'est quelque chose que je vais faire une vidéo long dessus plus tard. C'est dans ma liste. Ça va être à reparler. Et qu'il faut toujours pardonner. Mais l'affaire, c'est que on voit souvent le pardon comme passer l'éponge. Le fait de pardonner, c'est tout le temps comme, ok, c'est correct, on fait comme si de rien s'était passé, puis on recommence à zéro. C'est pas ça, le pardon. C'est pas ça. Le pardon, c'est de comprendre que la personne a fait du mieux qu'elle pouvait avec ses connaissances, ses capacités, ses valeurs, ses traumas, puis qu'on peut pas en vouloir à quelqu'un qui a fait de son mieux. Mais on peut très bien décider qu'on n'en veut pas dans notre vie. On peut quand même mettre ses limites. On peut quand même être solide puis pas l'avoir dans notre vie. Mais dire, regarde, je sais que tu as fait ton mieux c'est de la merde pour moi, et j'en veux pas. C'est ça aussi pardonner. Ces deux injonctions sont très nuisibles lorsqu'il existe des dynamiques qui vous mettent en danger. Ben oui, tu sais, tout le temps à dire, faut que tu pardonnes, puis ta famille t'en a juste une, c'est comme les meilleurs ingrédients pour l'abus. De plus, cela fait que les gens ne comprennent pas très bien votre décision. Ben oui, parce que c'est pas l'autre qu'ils vivent déjà. Décider de s'éloigner d'un père ou d'une mère est une décision extrêmement difficile et profondément personnelle. Il est essentiel de reconnaître que chaque personne connaît ses limites et ses besoins mieux que quiconque. Yes! S'éloigner pour se protéger est un acte de courage, de prendre soin de soi qui mérite un respect et de la compréhension. 100%. Si vous êtes en plein processus, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence, peut-être n'avez-vous pas besoin de rompre la relation immédiatement, mais plutôt d'apporter des changements et prendre soin de vous. Oui, parce que tu n'es pas obligé de passer d'une relation super proche à une relation finie. Tu peux aussi décider que tu vas l'appeler moins, tu vas lui parler moins longtemps, tu vas lui dire moins sur ta vie. Tu peux décider de l'intensité de ton rapprochement de cette personne-là avant de couper tous les liens. Ouf! Donc, voici ma vidéo sur l'hashtag santé mentale. C'était quand même pas si pire. Honnêtement, ça fait longtemps que je veux faire ce genre de vidéo-là. Et ce qui m'avait donné de le faire, c'était que les publications étaient vraiment horribles. Mais finalement, ils sont pas si pires ces temps-ci.
sauf la place où est-ce qu'ils disent plein de choses, mais qu'ils disent pas pourquoi. Personne, étant personne autiste, j'ai besoin de savoir le pourquoi du comment pour comprendre pourquoi tu me dis ça. Mais sinon, ouais, c'était quand même pas si pire sur le hashtag santé mentale. Qu'est-ce que vous en pensez, déjà? Et quel hashtag je devrais prendre la prochaine fois? Ou les prochaines fois? Donc, voilà, c'était ça pour mon petit vidéo de commentaires de publication Instagram. Merci encore d'avoir été là et on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!